une fois que t'es prise, donc pour vraiment partir à l'aventure, est-ce que tu peux prévenir des personnes ou pas? Parce Non. que il faut personne. Ça, je me demande comment. Personne à part ton conjoint si tu es marié ou ton conjoint même si tu n'es pas marié. Et voilà, même les enfants, hein, il faut éviter parce que les enfants, ça parle. Et... Donc moi, je l'avais dit à mes enfants parce qu'ils étaient en âge de comprendre. Mon conjoint était au courant, mes parents étaient au courant. Mais après, on n'a vraiment pas le droit d'en parler parce que s'il y a la moindre fuite, mais on n'est pas payé, voilà, on est sous contrat, donc c'est très très strict. Mais du coup, comment, enfin, ça peut paraître bête comme question, mais comment on fait pour cacher ça? C'est très 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 compliqué. Après, nos amis, moi je sais que j'avais inventé que je partais en formation pendant X jours pour le travail. Enfin voilà, on se débrouille et puis sinon on dit rien. On part et puis on dit rien. On Moi, mes répond plus à rien. amis proches, je leur ai prévenu que je faisais une formation et que je partais quelque temps, que je ne savais pas encore combien de temps. C'est passé moyen, mais c'est passé quoi. J'avais donné l'excuse, comme j'étais mannequin, j'avais donné l'excuse que je partais en Chine, travailler pendant 2 mois. Il fallait que bon, j'étais pas loin, parce qu'on ne savait pas non plus où on partait. Donc, il fallait que je trouve un truc vraiment à l'autre bout du monde. Donc, je partais en Chine pendant 2 mois et j'avais expliqué notamment à mes enfants, parce que c'était là le plus difficile, qu'on ne pourrait pas se parler parce que quand eux, ils feraient dodo, moi, je travaillerais et inversement. Voilà. Malin. Ouais, malin, mais ils étaient petits, ça va, c'est passé. Je l'ai dit donc à mon frère et ma soeur, mes parents, et j'ai dit à un de mes meilleurs potes, parce qu'ils géraient mes réseaux sociaux pendant que j'étais là-bas sur l'île. Parce que j'étais pas très actif sur les réseaux sociaux, mais souvent, tu vois, j'ai des potes qui m'identifient sur des. Voilà, je suis très foot, rugby, tennis, ils m'identifient souvent sur des trucs comme ça et je réponds à chaque fois. Et là, ça aurait paru louche, quoi, tu vois. Donc, C'est malin, ça. donc Ça veut j'avais dire que tu faisais, ton pote faisait genre que t'étais voilà, là. c'est ça, ouais, c'est ça. Subtil. Et après, toute ma clientèle, j'ai inventé un beau bobard. Je leur ai dit que je partais faire une retraite méditation au Népal. Quand je suis revenue, bon, ils avaient vu que j'avais maigri. Bon, ils m'ont pas revue tout de suite, heureusement, parce que sinon, ils auraient vu que j'avais vraiment beaucoup maigri. Mais ils ont vu que j'avais maigri, que j'avais quand même de bonnes couleurs. Et je leur ai dit, ben oui, au Népal, il fait beau. Après, j'étais dans une retraite, dans un monastère. Et ben, on a mangé beaucoup de riz parce que c'est la base de leur alimentation. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? J'ai dit, ben, j'ai participé à la vie du monastère. Donc, en fait, c'était tout vrai ce que je disais. Parce que, sauf qu'au lieu que ça soit sur Koh Lanta, c'était au monastère. Et comme c'était censé être un truc de retraite, un peu méditatif et tout ça, ben les gens, ils n'ont pas trop posé de questions. Et puis bon, rapidement, je changeais de... Tu sais, je déviais. Qu'est-ce que vous avez le droit de prendre dans votre sac? Alors, pas grand-chose. On a une liste avec un maillot de bain, un t-shirt, un pull, deux paires de chaussettes, une culotte ou un caleçon pour les garçons et un short et un pantalon. Ouais, le strict minimum. Vraiment, il faut une tenue de base avec un haut, un bas, un haut court, un haut long et un t-shirt long, un t-shirt court et une veste. Voilà. Nos sacs sont vérifiés dès qu'on arrive pour partir. Nos sacs sont vérifiés. Ils sont vérifiés à multiples reprises. Donc, on peut vraiment rien cacher. Ils nous fouillent la valise de fond en comble. Et c'est eux qui préparent notre sac après, plus tard, et qui nous le donnent plus tard dans l'aventure, quoi. Ça a été quoi le plus dur pour vous sur l'aventure? Parce que vous êtes quand même resté jusqu'au bout au final. Ouais, moi je suis resté jusqu'au bout. Alors il y en a qui te disent c'est ne pas manger. Mais finalement, nous l'équipe jaune, on n'a pas mangé les 11 premiers jours. Mais quand je te dis on n'a pas mangé, on n'a rien mangé pendant 11 jours. Mais c'est pas ça, franchement, le plus dur. Parce qu'en fait, notre organisme, et tout le monde, il y a des personnes qui disent ouais, moi je pourrais pas faire ça. Mais c'est pas vrai. Une fois que tu es sur place et que tu es confronté à ça, tu t'adaptes et tu vas pas quoi, tu peux pas. Et oui, tu peux, tu manges pas et tu dors pas et tu te laves pas et c'est comme ça. Moi, le plus dur pour moi, ça a été les nuits. Alors pas l'inconfort parce que l'inconfort, tu le sais, hein, on n'a rien, on n'a même pas une serviette, on n'a même pas d'eau douce pour se rincer le visage.
Mais les nuits, elles sont aussi longues, voire plus longues que les journées. Moi, je dormais pas beaucoup, je m'occupais beaucoup du feu. On est toujours humide, on a toujours cette sensation, pas d'être sale, mais tu sais, quand tu vas à la mer et que tu as le sel qui te pique, qui te frotte, et tu dors par terre, donc tu as mal aux hanches. Ouais, moi, ce qu'il y a de plus dur, c'est ça. C'est ces nuits à gamberger, à te dire demain j'ai une épreuve, je vais essayer de m'en sortir pour pas être ridicule, tout ça. Tu vois des collègues à toi qui sont en souffrance, tu essayes de les aider, mais il faut s'aider soi-même. Ouais, les nuits, c'est assez l'enfer là-bas. Franchement, c'est dur. Le plus difficile de l'aventure, c'est la pluie. La pluie, en fait, on est constamment mouillé. Mais quand on saute dans l'eau, c'est normal. Quand on nage, c'est normal. Mais la nuit, il y a des orages de mousson, des orages de saison. Et on est constamment, on n'a pas de serviette, on a nos seuls vêtements, donc on sèche avec le feu. Mais on est humide constamment. Ouais. Tu sais, quand tu sors de la piscine, là, que tu as les doigts tout fripés, tu es constamment comme ça, les pieds, les mains. T'es jamais, tu sens pas le sec, voilà, le vrai sec. Et quand il pleut la nuit, en fait, ça va ensemble, ça t'empêche de dormir. Donc, c'est le doublon, on va dire, pluie-nuit, manque de sommeil, c'est très, très difficile. Et la nourriture, ça pas si difficile ou? Bizarrement, après, tu sais que tu pars à Koh Lanta, tu sais que tu vas pas manger à ta faim, tu sais que tu vas dormir dans des conditions un peu compliquées. La pluie, tu t'y attends, mais tant que tu la vis pas, tu sais pas. Ouais. Et la nourriture en soi, c'est vrai que les 2 premiers jours, tu sens ton ventre qui te parle, qui t'appelle, qui te dit « Hello, m'oublie pas ». Mais après, c'est la tête qui prend le relais. Ouais. Et c'est là où c'est assez magique et où c'est dingue, c'est que tu te rends compte que ton mental, ton corps, il est là et ton mental, il est là, en fait. Ouais. Et tu déplaces des montagnes. Donc la faim, la faim, elle est gérée par ton mental au bout d'un moment. Et en tout cas, c'était pas une obsession pour moi. Ouais. Et vous avez perdu combien de kilos durant... Parce que vous êtes quand même resté longtemps. Alors moi, je suis restée 25 jours. Je suis sortie donc sur décision médicale et j'ai perdu 12-13 kilos sur les 25 jours. Alors, je suis arrivé en surpoids, j'étais à 95 kilos et je suis revenu, je faisais 72, donc même plus, 23 kilos, j'ai perdu. Ouais. Moi, j'ai perdu 9 kilos. Moi, je pensais que ça allait être la fin, parce que je suis quand même un grand sportif, voilà, je fais beaucoup de sport. Et bizarrement, mon corps s'est relativement bien adapté, je trouvais. Le plus dur, c'était si toi, tu vas parler avec Raphaël à 30 mètres de moi, tu vois, et que je vais pas être inclus dans la discussion, je vais faire un peu de psychose, tu vois. Ça, c'était très, très dur. Hein. C'est pour ça que je sais pas si tu as suivi notre saison, j'imagine. Ouais. Et quand on arrive à la réunification, moi, je vais voir tout le monde parce que je vois tout le monde parler entre eux. Et ça, c'était très dur, très, très dur pour moi. Ça, c'était le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'était les nuits. Parce il doit faire nuit à 6 heures, il fait jour à 6 heures, donc tu as 12 heures de nuit. Ouais. Moi, en plus, je dormais très peu parce que j'avais la gestion du feu. Donc, que ce soit dans mon équipe au départ ou après à la réunification, c'est moi qui dormais à côté du feu. Donc, du coup, parce que je le voulais aussi, hein, parce que je m'étais mis cette mission-là. Donc, du coup, la nuit, c'était moi qui gérais. Donc, personne n'avait besoin de se lever. Je faisais tout, toutes les nuits. Donc, si tu veux, en fait, je m'autorisais jamais vraiment à bien dormir parce que j'avais cette responsabilité-là. Et puis, dormir par terre, honnêtement, c'est chaud, quoi, c'est dur. Ouais. Donc, les nuits n'en finissaient pas. Alors, des fois, je partais me promener. Mais 12 heures de nuit, c'est hyper, hyper long. C'est l'enfer. Après, je le savais. J'avais fait des stages de survie. J'avais dormi dehors. Je savais que les nuits, c'était compliqué. Ben, ça s'est bien confirmé. Par rapport à ce que j'ai vécu, le plus dur, c'est le côté humain. Tu vois, c'est pas le fait de pas manger, parce que ça, moi, je l'ai très bien vécu. Pas sur la longueur, donc malheureusement, je peux pas savoir comment. Mais bon, ça, je pense que ça m'aurait pas dérangé. Les épreuves et tout ça, moi, j'aurais adoré. Enfin, j'ai adoré ça. Donc moi, c'est plus le côté humain, stratégie qui était dur pour moi, parce que je suis pas du tout comme ça. Je suis pas stratège de base. Et après, le manque de nos proches, quoi. Voilà, le manque vraiment de la famille. En fait, tant qu'on n'y est pas, on se dit, moi je me disais toujours, mais ils sont nazes à pleurer comme ça, comme des...
ils vont les retrouver, leur famille. Mais en fait, quand on y est, on a vraiment mais ce manque, le fait d'être en total inconnu, inconnu, on n'en a plus nos repères et ça, c'est vraiment très, très, très dur. Partir sur abandon médical, je pense que ça doit être. Comment vous l'avez vécu? Ça doit être franchement. Dur, très, très dur. Je voulais pas partir. Je voulais revenir. Enfin, vraiment, c'était tout. Et même le jour où je suis partie, je leur disais, enfin, j'ai vraiment ce souvenir en tête. C'est ma tête. Je dis non, je reste. J'étais très affaiblie. J'étais aussi déshydratée. Donc c'est vrai que le corps avait été mis à rude épreuve pendant ces un peu plus de 3 semaines. Et c'est très, très dur. C'est très, très dur. Enfin, moralement, physiquement, oui, mais moralement, de devoir partir sans comme ça. En fait, c'est violent, c'est brutal, quoi. C'est d'un coup. Hop, on ferme la porte, voilà, terminé. Ouais. Mais bon, après, c'est le jeu aussi, hein. Voilà. Ouais. Et puis je me dis que mon flambeau, il est toujours allumé. C'est vrai. Voilà. Il n'a pas été éteint. Il n'a pas été éteint. Pour toi, c'est quoi l'aventurier idéal? Ben, écoute, je vais te donner un nom, Claude. Voilà. Claude, moi, là, dans cette saison-là, il m'impressionne. Il est mais juste énorme. Parce qu'en fait, alors, je pense qu'il n'était pas comme ça dans son premier Koh-Lanta, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais là, il a pris de la maturité. C'est un homme qui est réfléchi, qui est stratège, mais tout en étant bon quand même pour les autres. On l'a vu dans le dernier épisode où il aide carrément les autres. Mais c'est un grand stratège en même temps, mais il reste respecte les. Voilà, il n'est pas fourbe et c'est un stratège de qualité et il est fort. Il est fort. On a beau dire, il est hyper fort dans les épreuves. Donc, en fait, voilà, il est complet. Je pense que c'est un aventurier. Ça doit être être bon stratège tout en respectant les autres, ce qui est dur, et être fort physiquement, évidemment, avoir la capacité de tenir jusqu'au bout. Donc, pour moi, Claude, c'est lui. Enfin, c'est lui le meilleur des aventuriers. Ouais. Il y a le bon aventurier qui va faire le buzz et le bon aventurier qui va aller loin. C'est pas les mêmes. Je pense que si tu veux aller loin, déjà il faut avoir il faut quand même être sympa. Enfin, en tout cas, voilà, s'entendre bien avec un maximum de personnes. Ça, c'est hyper important pour aller loin. Après, il faut être poli, il faut être sportif. Je dis pas qu'il faut être super sportif parce que ça peut faire peur à un moment ou à un autre. Mais il faut être sportif et polyvalent. Ça va être parce qu'il faut être aussi bien à l'aise dans l'eau que sur terre. Voilà, la polyvalence en équilibre. Donc, et actif sur le camp. Être sociable. Ça, c'est la meilleure qualité, je pense, pour être dans Koh-Lanta. L'aventurier idéal, je l'ai dit à Denis Brognière il n'y a pas si longtemps que ça. Alors lui, Denis, pourtant c'est le mentor de Koh-Lanta. Il a fait les 20 Koh-Lanta, il connaît tout le monde par cœur. Et il disait que c'était un mixte entre quelqu'un de stratège, quelqu'un de très fort sur les épreuves et quelqu'un de fort en survie. Donc en effet, c'est un mélange de ces trois choses, mais moi je suis quasi sûr, et finalement ça me l'a prouvé une fois là-bas, c'est qu'il y a un quatrième paramètre, parce que ce qu'il ne faut pas oublier sur Koh-Lanta, le gagnant, et on l'a vu encore cette année, c'est les aventuriers qui sont avec toi qui votent à la fin. Et c'est pas le public. Et donc, si tu n'as pas ce quatrième paramètre, c'est d'être bien avec les autres, bien dans le collectif, être bienveillant avec les uns et les autres, et pas finalement te mettre tout le monde à dos par des stratégies, machin. Et c'est ce mélange de tout ça qui fait le meilleur aventurier sur Koh-Lanta, pas sur une île déserte. Sur une île déserte, c'est Théoura, il mange tout le monde. Sauf que Théoura, il est un peu trop gentil, il est stratège, mais maladroitement. Regarde Sam cette année, c'est un monstre le petit. Il a, je sais pas quel âge, il a 12 ans, mais ce qu'il y a, c'est que c'est le type, il manque de maturité pour se mettre les autres un petit peu dans la poche, tu vois. Et donc, moi, si j'ai réussi à aller loin, c'est pas parce que j'étais bon sur les épreuves. J'ai navigué un peu partout, tu vois. J'essayais de pas trop me faire endormir dans les stratégies. J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu dans certains jeux. Après, tu cibles lesquels sont intéressants. En fait,
c'est pas forcément gagner, c'est forcément gagner en équipe, gagner avec le collectif, parce que tu sais qui va te servir, c'est tout ça. Et du coup, c'est un mix des deux. Moi, si j'étais pas tombé des poteaux comme un con tout seul, je savais que je gagnais Koh-Lanta parce que j'aurais eu 80-90% des votes en ma faveur parce que j'étais bien, mais vraiment avec tout le monde. Bon, sauf avec Cyril où c'était un peu compliqué, mais. Et donc voilà, le meilleur aventurier sur Koh-Lanta, c'est un peu ce mix, d'après moi, de tout ça. Voilà. Je ne dirais pas citer une personne en particulier parce qu'il y a plusieurs candidats qui ont justement, qui explosent ces capacités-là. Et en fait, c'est un mélange de l'aventurier idéal, c'est un mélange de tout ça, la survie, le sport, l'humain, l'accompagnement, en même temps la compétition, l'âme de compétiteur, c'est vraiment un mélange de tout ça.